Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'éducation avec la reprise des cours ce matin et place au rattrapage. L'inauguration du 5e Salon national de l'emploi SAFEX. Au Yémen, la Russie et le CICR réclament une pause des frappes de la coalition. La Libye veut recommencer à exporter du pétrole à travers sa compagnie nationale. Nous débutons ce journal avec de l'éducation. Les quelques 8 millions d'élèves ont rejoint ce matin les bancs de classe après 15 jours de vacances. Le repos ne fut pas total puisque la première semaine a été plutôt consacrée au rattrapage des cours perdus lors de la grève des enseignants. Une option que beaucoup de lycéens ont préféré ne pas choisir pour mieux se reposer. Le ministère de l'Éducation nationale, de son côté, a mis en place un système dit de régulation qui permet de rattraper le retard dès la rentrée. Il s'agit de choisir les activités les plus pertinentes pour assurer l'assimilation des concepts les plus importants et axer plutôt sur les applications en vue de leur maîtrise sans refaire l'intégralité du cours en relation. Pas moins de 720 700 mines antipersonnelles et antigroupes ont été détruites depuis 2004, a indiqué à Biskra un officier représentant de l'état-major des forces terrestres de l'armée nationale populaire lors d'une cérémonie organisée par l'association Meshel Shahid. Dans une communication intitulée « Le rôle de l'ANP dans l'assainissement du sol algérien des mines de la colonisation française », le colonel Houssine Hamel a précisé que 513 600 de ces mines ont été retirées de la région ouest du pays et 207 000 dans la région est. La zone concernée dans l'est algérien inclut 4 wilayas, en l'occurrence Tebessa, Guelma, El Tarf et Soukahras, où 47 communes sont polluées par les mines sur un linéaire de 1473 km. Tandis que la zone occidentale comprend 3 wilayas, Béchar, Tlemcen et Nama, avec 25 communes affectées sur 1361 km, précise la même source. Sur les 72 communes, 46 ont été assainies, 4 sont en voie de l'être, tandis que 22 demeurent encore polluées, a ajouté le même officier qui a indiqué que la wilaya de Béchar a été assainie à 100%. Le conférencier a également rappelé que durant la guerre de libération nationale, l'occupant français érige les lignes électrifiées et minées, Chal-et-Maury sur 2834 km des frontières et occidentales du pays. Il a également indiqué que l'ANP utilise des moyens modernes de déminage, même s'il s'agit d'un travail éreintant et complexe, puisqu'il faut balayer centimètre par centimètre. Côté religieux, le ministre des Affaires religieuses et Waqf, Mohamed Issa, a déclaré samedi à Oran que la référence religieuse nationale s'inspire de notre appartenance civilisationnelle, soulignant que la référence religieuse nationale puise son essence de notre appartenance à notre civilisation et au choix de nos aïeux oulémas et savants de l'exégèse basée sur le rite malékite, tout en ajoutant que le discours religieux en Algérie s'appuie sur le Coran, la Sunna et la dimension nationale. De nombreux États bénéficient de cette expérience, a relevé M. Mohamed Issa, soulignant que l'attachement des Algériens à la référence nationale les a protégés et immunisés contre les idées extrémistes. Le ministre a précisé dans ce contexte que la loi d'orientation en matière d'affaires religieuses, qui s'inscrit dans le cadre du plan national 2015-2019, protège à travers ses grandes résolutions la référence religieuse et garantit la promotion du discours religieux. Il a également fait savoir que son département ministériel a proposé la création d'un observatoire national pour prémunir la société contre des idées importées dont le chiisme et le charlatanisme, soulignant que cet instrument permettra la prise de mesures préventives et l'immunisation de la société. Mohamed Issa a insisté aussi sur la lutte contre le phénomène de prosélytisme qui affecte de nombreux pays, dont ceux du Maghreb, tout en affirmant que la loi de la République permet à d'autres religions de pratiquer leur culte dans les lieux autorisés par l'État. Samedi, de l'avancement des travaux de réalisation de la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis d'Oran et a présidé l'installation officielle du conseil d'administration de cet édifice. Par ailleurs, 2000 mosquées sont en cours de réalisation à travers le territoire national. Une fois ces infrastructures réalisées, le nombre de mosquées atteindra 20 000 en Algérie, a indiqué le ministre, soulignant que ces édifices sont encadrés actuellement par 45 000 personnes. Les centres de péage de l'autoroute Est-Ouest seront réceptionnés en février 2016, a annoncé samedi à Relizane le ministre des Travaux publics Abdelkader Kadi, en marge d'une visite d'inspection du tronçon de l'autoroute traversant la wilaya. Le ministre a valorisé les efforts déployés pour doter l'autoroute Est-Ouest de différentes structures et espaces de service et raccorder aux différents ports. Le ministre a souligné dans ce cadre le lancement de projets de raccordement aux ports du pays, à l'exception de ceux d'Annaba, d'Arzeu et de Benissaf qui sont à l'étude, indiquant que l'étude portant sur le raccordement de l'autoroute au port de Benissaf tire à sa fin.
M. Qadi a également inspecté les travaux de réalisation des relais de l'autoroute au niveau de la localité de Merja Sidi Abdet, de la commune de Oued Jma, où il a insisté devant les responsables du projet sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux pour réceptionner ces infrastructures avant les délais impartis. La wilaya de Relizane comptera ainsi un total de 6 relais devant offrir des prestations aux usagers de la route Est-Ouest, téléphonie fixe, panneaux numériques d'orientation portant des informations générales sur la région et la météorologie et autres. Par ailleurs, des centres d'exploitation et de maintenance de l'autoroute Est-Ouest, dont la réalisation a été confiée à des sociétés algériennes et étrangères, renforceront des stations-service et des postes de gendarmerie nationale, de la protection civile et des locaux de l'Agence nationale des autoroutes, selon les explications fournies au ministre. Chaque poste de contrôle devra assurer l'intervention sur un axe dont la distance varie entre 50 et 60 km, a-t-on indiqué. Un raccordement aux fibres optiques est prévu sur 100 km de l'autoroute Est-Ouest, au niveau de la wilaya, avec l'installation des caméras pour suivre la circulation automobile, 96 points de télécommunication, 30 panneaux électroniques d'information, de radio FM et 5 stations météorologiques. Le ministre des Travaux publics a annoncé le lancement avant fin 2015 de la réalisation du dédoublement de la route qui reliera Tiaret à l'autoroute Est-Ouest au niveau de Hmadna, dans la wilaya de Relizane, sur une distance de 92 km, dont 60 km sur le territoire de la wilaya éponyme. La 5e édition du Salon national de l'emploi a été inaugurée dimanche au Palais des Expositions au Pin Maritime à Alger, avec la participation de plus de 300 micro-entreprises. Cette manifestation, placée sous le thème « La formation, clé pour l'accès à l'emploi », a pour objectif de présenter et de valoriser les dispositifs de promotion de l'emploi, de faire connaître le savoir-faire et les compétences des micro-entreprises. Le ministre a déclaré dans son allocution que son secteur compte créer 90 000 entreprises pour favoriser la réinsertion des jeunes. Prennent part au Salem 2015 des organismes chargés de la mise en œuvre des dispositifs dédiés à la promotion de l'emploi et à la création de micro-entreprises, et des ministères concernés par la promotion de l'emploi et des jeunes, ainsi que des chambres professionnelles. Des ateliers d'initiation de l'entrepreneuriat et le parcours du promoteur en matière de création et gestion des micro-entreprises, sur les techniques de recherche d'emploi et sur les techniques d'élaboration d'un curriculum vitae et lettres de motivation sont animés en marge du salon. Côté économie, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture Sid Ahmed Ferrochi a annoncé lors de la journée d'information sur l'investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture une série de mesures adoptées par le gouvernement destinées à favoriser et faciliter l'investissement dans ce domaine. Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferrochi, a indiqué ce dimanche matin que le programme d'aquaculture quinquennal 2015-2019 contient d'importantes incitations à l'investissement dans ce domaine, avec des facilitations tant techniques que financières. Alors pour l'accompagnement des investisseurs dans ce domaine, ça va de l'aspect accompagnement technique à l'accompagnement économique et financier. Mais le plus important, c'est améliorer les savoir-faire, accompagner sur le plan technique, la formation, parce que c'est des choses que les opérateurs eux-mêmes ont mis en relief comme une fragilité importante aux projets qui se sont réalisés au cours de ces dernières années. Sid Ahmed Ferrochi a également déclaré que 600 projets d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont en projet, dont certains sont déjà en cours, et que 30 000 nouveaux emplois directs et indirects seront créés. Par ailleurs, le ministère de la Pêche avait annoncé jeudi dans un communiqué une collaboration avec la Corée du Sud dans le secteur de la pêche, avec notamment la réalisation de fermes pilotes d'élevage de crevettes au niveau de la wilaya de Skikda. Dans le cadre de l'encouragement des investissements dans ces domaines, la Chambre nationale pour les accords de pêche a signé une convention avec la Société nationale d'assurance SAA et le Fonds de garantie des crédits pour les petites et moyennes entreprises pour activer les outils d'accompagnement des investissements techniques et économiques dans le domaine de l'aquaculture. Suite à la dégradation de la situation sécuritaire et l'aggravation de la menace qui pèse sur le Yémen, les différents gouvernements, dont l'Algérie, ont commencé à rapatrier samedi le ressortissant établi au Yémen. Les ressortissants maghrébins établis au Yémen, qui ont bénéficié samedi d'un rapatriement vers l'Algérie, suite à la dégradation de la situation sécuritaire à Sanaa, ont salué le rôle joué par l'Algérie dans cette opération. Je remercie l'ambassadeur d'Algérie au Yémen, grâce à qui j'ai pu sortir sain et sauf du Yémen, où la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, a témoigné Hiba Farhat, jeune Tunisien de 21 ans, étudiante en sciences médicales, qui révèle avoir été victime d'une agression d'un groupe armé à Sanaa. Islam Hamoud, un Mauritanien de 30 ans qui travaillait dans une organisation d'aide humanitaire,
a tenu lui aussi à mettre en évidence l'apport de l'Algérie dans le rapatriement à partir du Yémen des personnes de diverses nationalités. Je rends hommage au peuple et au gouvernement algérien qui nous ont permis de quitter une situation dangereuse au Yémen, exprimant par ailleurs sa gratitude pour le commandant de bord de l'appareil d'Air Algérie qui a transporté les ressortissants dans des conditions périlleuses. Nissa, une jeune Marocaine mère de 2 enfants, a abondé dans le même sens. Je remercie l'État algérien pour ce qu'il a fait pour nous, a-t-elle témoigné. Pour Mohamed Khamis, jeune Tunisien de 27 ans et qui est activé dans le commerce au Yémen, se retrouver en Algérie signifie être en sécurité. Cette opération effectuée sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika comprend 160 Algériens, 40 Tunisiens, 15 Mauritaniens, 8 Libyens, 3 Marocains et 1 Palestinien qui sont arrivés à Alger à bord d'un avion de la compagnie Air Algérie. Les ressortissants ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international Houari Boumdine par le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mounia Muslim. M. Lamamra a précisé qu'il s'agissait d'une action humanitaire qui a permis le rapatriement de ressortissants algériens établis au Yémen et tous les membres du consulat d'Algérie à Sanaa, ainsi qu'un nombre important de nos frères de Tunisie, Mauritanie, Maroc, Libye et Palestine, ajoutant qu'ils sont bien arrivés à Alger en provenance de Sanaa via le Caire. Par ailleurs, de nombreux pays, parmi lesquels la Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et la France, ont évacué ces derniers jours leurs ressortissants, tandis que la Chine, Djibouti et le Soudan s'apprêtent à en faire autant dimanche, selon le porte-parole saoudien de la coalition, le général Ahmed Assiri. L'ONU et les ONG, pour leur part, s'inquiètent du nombre très élevé de victimes civiles dans le conflit au Yémen, déclenché par une offensive des Houthis contre Sanaa en septembre 2014. Le dernier bilan officiel donné par l'ONU remonte à jeudi avec 519 morts et 1700 blessés en 2 semaines. Alors que la coalition a poursuivi ses raids nocturnes dans le nord, notamment autour de Sanaa et de Saada, de violents affrontements se déroulaient dimanche à Loder, localité du sud contrôlée par les Houthis. Toujours au Yémen, la Russie a déposé samedi 4 avril un projet de résolution aux Nations Unies appelant à une pause dans les frappes aériennes menées depuis le 26 mars par la coalition formée autour de l'Arabie Saoudite contre les milices chiites houthiste. La veille, Moscou avait réclamé une réunion en urgence du Conseil de sécurité. Le texte remis aux membres du Conseil appelle à l'arrêt des frappes aériennes le temps de permettre l'évacuation des étrangers, sans fixer de durée pour cette pause. La Russie a exprimé une grande inquiétude face à la détérioration importante et rapide de la situation humanitaire au Yémen, en particulier les conditions terribles des civils, y compris le personnel diplomatique et consulaire et les autres étrangers. Le projet de résolution ne fait en revanche aucune référence aux précédents appels du Conseil réclamant un repli des Houthis et un retour aux négociations. En se rendant à cette réunion, l'ambassadeur adjoint russe Vladimir Safrankov a rejeté les accusations selon lesquelles la Russie fournit des armes aux Houthis et serait soutenue par l'Iran. La proposition de la Russie arrive après une autre initiative des pays du Golfe qui tente de convaincre Moscou d'imposer des sanctions économiques et un embargo sur les armes aux miliciens. Opposé à cette initiative, Moscou a proposé d'amender le texte en appliquant un embargo à l'ensemble du pays et des sanctions plus limitées. La situation humanitaire s'est dégradée au Yémen où les combats entre rebelles et partisans du chef de l'État font rage. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé samedi un appel à une pause humanitaire de 24 heures au Yémen afin d'apporter un soutien médical à la population. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, en Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale a autorisé la nouvelle compagnie nationale de pétrole, créée en mars, à commencer à exporter du pétrole et à ouvrir des bureaux dans plusieurs pays internationaux. Leur but étant de recommencer à redevenir un pays important sur le marché de l'or noir. Cette nouvelle compagnie nationale, créée en mars, fait concurrence à l'ancienne NOC basée à Tripoli, et donc de fait sous la coupe des miliciens de Fjar al-Libya, qui ont pris la capitale l'été dernier. Depuis, la Libye est dirigée par 2 parlements et 2 gouvernements rivaux, et les tentatives de l'ONU de résoudre le conflit calent. Dans son communiqué, le gouvernement reconnu par la communauté internationale basé à Tobrouk autorise la nouvelle NOC située à Benghazi à commencer à exporter du brut et ses produits, à ouvrir un nouveau compte en banque aux Émirats arabes unis et à ouvrir des bureaux en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le gouvernement entend ainsi commencer à collecter lui-même l'argent du pétrole, ressource essentielle de l'économie libyenne. Ancien acteur majeur du marché de l'or noir, la Libye a vu sa production s'effondrer après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays plongé dans le chaos ne produit plus que quelques 350 000 barils par jour selon les estimations, contre plus de 1,5 million avant la révolution de 2011. Toujours en Libye, 6 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide à la bombe, ce dimanche dans la ville côtière de Misrata, dans le nord-ouest de la Libye,
ont rapporté des sources de sécurité. Un homme a fait exploser une voiture piégée au poste de contrôle de Zdada, au sud-est de Misrata, a confié un officier de sécurité sous couvert d'anonymat. Les corps et les blessés ont été transférés immédiatement vers un hôpital local et les forces de sécurité se sont précipitées sur les lieux et ont bouclé la zone. Plusieurs branches de Daesh en Libye, dont la province de Tripoli de Daesh, ont revendiqué l'attaque sur leurs pages officielles des réseaux sociaux. Au Sahara occidental, la Marche mondiale de la femme a organisé samedi un rassemblement devant le mur de séparation, qualifié de mur de la honte, érigé durant les années 80 à Herat, dans les territoires sahraouis libérés, pour dénoncer la répression marocaine contre le peuple sahraoui et appeler à sa destruction. Représentant les 4 coins du monde, les participantes à ce rassemblement ont appelé la communauté internationale à agir pour presser le Maroc à mettre fin à l'occupation du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination et la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à établir son État indépendant. Elles ont appelé à l'élimination de ce mur qui divise le Sahara occidental et la population sahraoui. La femme algérienne a pris part à cette manifestation pour exprimer son soutien indéfectible à la femme sahraoui contre l'occupation marocaine. La manifestation, qui a coïncidé avec la journée mondiale de lutte contre les mines antipersonnelles, a tiré la sonnette d'alarme sur ces engins de la mort posés par l'occupation marocaine le long de ce mur et qui fauchent la vie aux Sahraouis. À cette occasion, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouis a souligné la nécessité d'accélérer le processus d'organisation d'un référendum pour mettre fin à l'occupation marocaine et appelé à l'intensification des efforts au plan international pour éliminer ce mur. Elle a évoqué également le danger que représentent les mines antipersonnelles qui continuent de faire des victimes et d'avoir des effets néfastes sur l'environnement. Pour sa part, le représentant d'une association sahraoui spécialisée en déminage est revenu sur les dangers de ces mines sur les personnes et l'environnement, citant une étude qui fait état de 2500 victimes entre morts et blessés. De son côté, un représentant d'une association espagnole de solidarité avec le peuple sahraoui a insisté sur l'intensification de l'action de solidarité en faveur du peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination conformément aux décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a estimé qu'il était temps pour les États européens de reconsidérer leur position vis-à-vis de la cause sahraoui, rappelant l'action de l'association qu'il représente en faveur du peuple sahraoui, notamment dans les camps de réfugiés. En Égypte, le comité arabe en charge de la cause palestinienne se réunira lundi au siège de la Ligue arabe sous la présidence de l'Égypte, présidente en exercice du sommet arabe. La réunion se tiendra au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, du Maroc et de la Palestine, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi, a indiqué le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Ahmed Ben Ali. La rencontre sera consacrée à l'examen du plan de l'action politique et de la prise de contact avec les membres du Conseil de sécurité et groupes régionaux et internationaux pour une mobilisation du soutien international à la cause palestinienne. Elle vise un règlement définitif de cette question, conformément à l'initiative de paix arabe et les résolutions de la légalité internationale. Les causes du crash de l'avion espagnol affrété par Air Algérie en juillet dernier sont désormais connues. Les enquêteurs du bureau d'études français ont pu lire les enregistreurs du vol AH5017 Ouagadougou-Alger. Ils ont identifié les causes de cet accident ayant coûté la vie à 116 personnes. Dans un article posté samedi, le magazine français affirme en citant les enquêteurs que le MD-83 de la compagnie espagnole Swiftair s'est écrasé en raison du givrage des sondes des moteurs. En givrant à l'altitude de croisière dans une atmosphère très humide, des capteurs de pression EPR situés sur les moteurs ont transmis des informations erronées à l'automanette. Celle-ci règle la poussée des moteurs en fonction de la vitesse demandée par l'équipage. Sur la base de ces paramètres erronés, une poussée insuffisante a été indiquée au moteur par l'automanette. L'avion a alors ralenti, rapporte la même source. Selon toujours les résultats de cette enquête, le pilote automatique, de son côté, a corrigé l'assiette de l'avion pour maintenir l'altitude. C'est ainsi qu'à compter de l'apparition de l'erreur de mesure des valeurs d'EPR, la vitesse de l'avion a diminué de 290 à 200 nœuds en 5 minutes et 35 secondes. Et l'incidence a augmenté jusqu'au décrochage de l'avion, précise le bureau d'enquête et d'analyse français, chargé d'examiner la boîte noire de l'avion en question. L'avion est parti brusquement en virage à gauche, jusqu'à atteindre 140 degrés d'inclinaison, et a piqué jusqu'à 80 degrés, ajoute-t-on. Les paramètres enregistrés indiquent qu'il n'y a pas eu de manœuvre de récupération du décrochage réalisée par l'équipage. Indiquent les enquêteurs qui disposaient pour cette analyse des informations du Flight Data Recorder, l'enregistreur de données. Pour les enquêteurs, le crash du vol AH5017 n'est pas l'unique drame. 2 événements similaires se sont produits en juin 2002 et juin 2014, sans conséquences graves.
Le deuxième avait déjà touché Swiftair, la compagnie espagnole affrétée par Air Algérie pour le Ouagadougou-Alger. Le BE a transmis les informations relatives au dernier accident dramatique à la communauté aéronautique internationale via l'Agence européenne de la sécurité aérienne et à son homologue américain afin qu'un incident de la même nature ne puisse se reproduire. Santé. Un parfum qui se calque sur votre transpiration pour libérer généreusement sa senteur, ce concept a été développé par des chercheurs britanniques qui affirment avoir mis au point un parfum qui libère une quantité d'arôme en fonction de l'humidité à laquelle il est exposé. En clair, plus vous transpirez, plus vous sentez bon. Pour arriver à ce résultat, l'équipe de scientifiques de la Queen's University à Belfast a combiné les composants du parfum à du liquide ionique qui est inodore. Le parfum, baptisé pour l'instant liquide ionique parfumé, a aussi le pouvoir de neutraliser les mauvaises odeurs de la transpiration. Le parfum agit comme un déodorant anti-odeur. En effet, le thiol, composé organique responsable des effluves, est naturellement attiré par le liquide ionique auquel il s'attache, perdant ainsi tout pouvoir de nuisance. Ce concept pourrait séduire les sportifs, professionnels et personnes souffrant d'hyperhidrose. Cette nouvelle méthode constitue une percée fantastique. Elle a non seulement un gros potentiel commercial en entrant dans la fabrication des parfums et des cosmétiques, mais pourrait également être utile dans d'autres domaines scientifiques par rapport à la libération graduelle de certaines odeurs et substances, a déclaré le chef du projet, le Dr Nimal Gunaratne. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.